J'ai à mes côtés Laurent Chrétien de Laval Virtual, bonjour. Bonjour. J'ai également Johan Métayer-Claret de IME, bonjour. Bonjour. Emmanuel Dupart de France Congrès, bonjour. Bonjour. Ainsi que Phong Linh Ngo, patron de Microsoft. Bonjour. Bonjour. Alors, on l'a vu ces derniers mois, les entreprises ont dû faire des choix dans le contexte actuel. Ils ont dû peut-être annuler leurs événements, ils ont dû virtualiser certains de leurs événements ou les basculer donc en format hybride, en format totalement virtuel. On va commencer par une question pour Emmanuel Dupart. Le secteur des congrès et événements est touché de plein fouet par la crise actuellement. Est-ce que vous avez des chiffres qui peuvent nous éclairer sur le contexte actuel ? Alors ces chiffres ne sont justement pas un secret, ils sont partagés régulièrement par la filière qui souffre beaucoup depuis février, qui souffre d'une instabilité des règles en place qui évoluent très régulièrement, très fréquemment, avec des jauges qui peuvent varier selon les zones géographiques en France et selon aussi la typologie des événements dont on parle. Donc c'est vrai que c'est un secteur et une filière qui se remet régulièrement en question et qui adapte tout ce qui est possible d'adapter, qui a été une des premières à mettre en place un protocole sanitaire assez rigoureux. Pour autant, les chiffres qui sont aujourd'hui disponibles au moment où l'on se parle, c'est de l'ordre de moins 80% de chiffre d'affaires comparé à l'exercice de 2019. Donc autant dire que c'est sur l'ensemble, c'est l'indicateur qui est partagé au sein de la filière. Après, il y a des variations, mais les taux les plus faibles sont autour de moins 65%. Et on va effectivement jusqu'à moins 90, moins 95%. Et c'est vrai que ce qui est très compliqué, c'est la fragilisation des entreprises, pour partie. Là, les sondages qui sont faits à l'intérieur des organisations professionnelles montrent qu'une entreprise sur deux, en termes de prestataires de services, est clairement menacée de fermeture, quoi. Donc ça veut dire qu'on est sur la brèche, avec d'un côté une prise de conscience des pouvoirs publics, qu'il y a un enjeu véritable au plan économique, au plan sociétal, et donc des aménagements qui régulièrement vont plutôt dans le bon sens. Mais on voit bien qu'après, il y a des lectures locales, notamment par les préfets qui ont une responsabilité d'accorder ou non les autorisations et dont les lectures peuvent différer selon les endroits où l'on se trouve, selon le profil d'événements. Et c'est vrai que cette absence de stabilité, de lecture unique d'une certaine façon, alors qu'on est véritablement sur des professions qui connaissent le sujet de la sécurité. C'est quand même un des premiers, si ce n'est le premier facteur, quand vous réunissez plusieurs dizaines, centaines ou milliers de personnes, vous ne jouez pas avec ça. Donc, et on est passé malheureusement par des stades sur les attentats notamment, et tout cela a été effectivement géré avec réussite. Donc il faut aussi faire confiance aux professionnels. Donc voilà, donc on est en train de revoir avec les pouvoirs publics la question proprement dite du protocole sanitaire, avec des aménagements, sans perdre cette rigueur absolument nécessaire sur la question et la garantie sanitaire. Et puis également travailler avec le gouvernement sur les dispositifs d'accompagnement économique, social, parce qu'on est quand même sur des repères temps beaucoup plus éloignés maintenant dans le temps. On est sur 2021, et on parle du printemps 2021. Donc d'ici là, il faut quand même nous donner les moyens de tenir. Voilà. Et alors, comme le tableau n'est pas totalement noir, il y a quand même des événements qui se tiennent, et il faut pouvoir aussi le souligner, et remercier les organisateurs qui, d'une certaine façon, font énormément confiance et parfois peuvent effectivement être aussi eux-mêmes un peu fragilisés par leur communauté, qui ne comprend pas toujours pour partie pour quelles raisons les événements se tiennent. Donc c'est vrai qu'il y a un acte d'engagement qui est fort aussi de la part des organisateurs. Et il ne faut jamais oublier qu'on parle de la filière parce qu'on a des entreprises qui sont directement intéressées par l'organisation et le déroulement des événements, mais qu'ensuite on touche à ce qu'on appelle le tourisme d'affaires. Et nous, au niveau de France Congrès Événements, c'est une des spécificités du réseau, puisque nous fédérons une cinquantaine de villes en France. Ensuite, on touche directement à toute la chaîne d'accueil et de services, donc restauration, hôtellerie et j'en passe. Donc c'est vrai que c'est presque double peine pour le coup, puisque ce n'est pas seulement la filière spécifiquement qui est touchée, c'est évidemment tout le tissu lié à l'accueil. Justement, je rebondis, vous dites tourisme d'affaires, du coup je pense au maïs. Est-ce que vous aussi, le contexte est le même
dans ce secteur peut-être plus particulièrement, qui est peut-être encore plus touché, à vous de me le dire? Oui, je partage totalement les propos de mon confrère. Effectivement, concernant le maïs, si on reprend l'étude EY sur les chiffres de 2018, c'est 380 000 manifestations. Je vais parler principalement des séminaires, c'est 54%, c'est 200 000 manifestations l'année, et des soirées, qui représentent un peu plus de 20%, 75 000 manifestations. Voilà ce qui a été mesuré. Aujourd'hui, ce que l'on peut dire et ce que l'on estime, c'est que moins de 100 000 prestations sur les 275 000 vont être réalisées en 2020. On a eu un début d'année tonitruant, excellent. L'ensemble des acteurs partagent des chiffres de croissance de l'ordre de plus 10%. On a espéré cet été, avec un retour en septembre, avec en moyenne sur le secteur de l'ordre de 20%. C'est ce qui est communiqué par l'hôtellerie sur les taux d'occupation et par les acteurs majeurs, notamment de la restauration et de l'événementiel. Je vais citer Paris Society, je vais citer MoMA Event, le groupe Bertrand, Château Forme, plus globalement GL Events et Accor. Voilà ce qui ressort. Donc on est totalement KO, on a très fortement investi pour respecter l'ensemble de ces protocoles et on n'est pas écouté. Au niveau d'IME, nous sommes un intermédiaire, on est une centrale de référencement de niveau national. En 2019, 150 millions d'euros ont transité. Nous en avons confirmé 90 millions d'euros, ce qui représente un peu plus de 25 000 prestations réalisées. Pour l'heure, je vais atterrir avec moins de 10 000 prestations réalisées. Le Small Meetings est très fortement impacté car c'est le premier à être virtualisé. Voilà, dans les grandes lignes. Phuong Le, vous êtes en charge de l'organisation d'événements au sein de Microsoft. Est-ce que je suppose que vous êtes également adapté? Est-ce que vous avez peut-être mis en place des événements virtuels? Justement, on parlait de peut-être micro-événements. Je ne sais pas si vous faites plutôt des micro-événements, au contraire des gros événements. Mais voilà, est-ce que vous les avez annulés? Est-ce que vous avez créé quelque chose d'hybride? Alors, on gère, moi je gère toute taille d'événements, effectivement 10, si on peut considérer un événement 10 personnes jusqu'à 10 000 personnes. Et aujourd'hui, la décision de Microsoft a été de tout digitaliser. Donc on est passé à 100% virtuel. C'est un exercice qui est super intéressant parce qu'on s'aperçoit qu'effectivement, au niveau de la discipline événementielle, ça fait appel à toutes les compétences qu'on a déjà. Donc moi, je continue à travailler avec des agences qui m'aident pour réaliser ces événements. Après, la production est différente. On produit... Ça veut dire quoi quand vous dites tout virtuel? Ça veut dire quoi? Est-ce que c'est une plateforme comme celle de Laval Virtuelle? Donc c'est effectivement la plateforme de diffusion. C'est-à-dire que le lieu n'est plus un lieu physique. C'est une plateforme. C'est de la visio? C'est de la visio, donc c'est un écran sur lequel effectivement le participant vit une expérience qui est différente que s'il se rend dans un lieu et qui visite et qui marche, etc. Donc notre enjeu à tous, c'est se dire l'expérience, elle est sur un écran. Le comportement du participant est différent et il faut qu'on adapte, nous, nos outils et la scénographie et le déroulé d'un événement par rapport à effectivement ce visitorat qui vit des choses différentes et qui ne réagit pas de la même façon. Pour vous, il était impensable de supprimer ces événements ou de les reporter? C'était vraiment important de les faire? C'est important de les faire parce que moi, l'engagement, l'événement, c'est un engagement auprès d'une audience, c'est un moyen effectivement de communiquer, d'engager mes clients. Donc si je ne fais pas d'événement, il faut de toute façon, faut que je... Et on a des outils aujourd'hui qui permettent de conserver cet engagement-là. Donc après, il faut le faire différemment. Mais par exemple, on a un événement qui est organisé par les États-Unis. Habituellement, c'est annuellement aux États-Unis, c'est 30 000 personnes qui viennent du monde entier. On l'a virtualisé en 8 semaines. On a réuni 193 000 viewers, donc en termes avec un engagement qui a été très bon. Ils sont restés en moyenne plus de 2 heures en ligne. Et c'était un programme continu et un programme qu'on a complètement repensé. C'est-à-dire qu'on est parti, on a dit l'événement, voilà les objectifs qu'on a qui ne changent pas. Par contre, il faut qu'on parte d'une copie blanche. C'est pas juste adapter, c'est dire on transforme tout. On se dit, on part du postulat que l'expérience, il faut qu'elle soit adaptée sur une consommation digitale. Et donc c'est ce qui a été fait et c'est ce qui marche super bien. Enfin, là aujourd'hui, depuis le mois de mars, on apprend tous les jours. On a testé plein de plateformes avec succès et d'autres qui marchent moins bien, mais l'exercice est finalement travailler tous ensemble pour trouver, en fonction de nos objectifs, le bon moyen effectivement d'engager ces participants. Alors, juste si vous me permettez, pour illustrer justement et compléter vos propos, il s'avère que depuis le mois de mars, nous, on subit des vagues de reports et d'annulations.
Ce qui fait que l'ensemble des intermédiaires de la profession continuent à travailler. Et malgré l'activité partielle, pour ma part, il y a plus de 40% d'activité. Parce qu'il faut gérer ces reports et annulations sans rémunération en face. Ce qui fait que on dépense énormément. Et donc l'ensemble des intermédiaires au sein du comité tourisme, et j'en appelle à Jean-Baptiste Lemoine, j'espère avoir le plaisir d'être accueilli, puisque mes courriers restent sans retour. Il est important d'écouter ces intermédiaires qui continuent à exécuter, à faire ce travail, à trouver des solutions hybrides, mais qui derrière, sans réalisation, ne sont pas rémunérés, puisque ainsi est le modèle du MICE. Et on parlera aussi du ROI et des moyens humains mis en place pour pouvoir... Oui, ça c'est que les modèles, après, je pense que ça dépend sans doute des annonceurs. Hein. Par exemple, moi je travaille avec des prestataires, ils travaillent, c'est du projet, c'est de la brainstorming, c'est du travail, du conseil. Ah oui. Et ce conseil, pour nous, il est important de le rémunérer. Hein. Donc il y a des honoraires qui sont versés, même si effectivement l'événement, la production est reportée. Mais il y a une agence qui travaille avec moi, et nous, on fait avec des chefs de projet. Organisateurs aussi d'événements, on rémunère ceux qui travaillent intellectuellement sur la préparation d'un projet. Évidemment, on ne va pas payer des stands qui ne sont pas là. Mais les gens qui les conçoivent, oui. Alors j'en profite, Laurent Chrétien, puisque vous prenez la parole, pour justement vous demander, vous avez rebondi aussi pendant la crise, vous avez lancé votre plateforme qui permet de créer des événements 100% virtuels. Comment ça se passe? Pourquoi avoir fait ce choix déjà de plateforme? Est-ce qu'il y a combien d'entreprises ont opté pour cette solution? Quel genre d'entreprise? Quels sont leurs retours? Ça fait beaucoup de questions, ça. Bon courage. Alors, je vais commencer par le début, peut-être. Parce que donc Laval Virtual, ça fait 22 ans qu'on est plongé dans les technologies immersives et interactives. Donc, on connaît les acteurs de la réalité virtuelle, de la réalité augmentée, depuis toujours. Et du coup, quand notre événement devait avoir lieu en avril 2020, on a pris la décision douloureuse, parce que les équipes, ça faisait quand même plus d'1 an qu'elles travaillaient sur l'organisation de cet événement, donc la décision douloureuse de ne pas le tenir en physique. On a aussitôt pris la décision de le virtualiser, un peu comme un baroud d'honneur, parce que pour nous, l'impact financier était colossal et on ne savait pas du tout si on allait pouvoir s'en tirer. Et par chance, depuis 3 ans, on a un service de veille qui est extrêmement performant. On avait une 40aine de plateformes identifiées comme étant susceptibles d'accueillir des réunions, des meetings, des conférences, des séminaires, de faire du networking, etc. Et on a appelé notre communauté internationale qui nous a aidé à benchmarker ces plateformes selon des critères que nous on avait donnés. Et puis on a retenu la plateforme Virbela. Ce n'est pas nous qui l'avons lancée. Oui. Laval Virtual ne lance pas de plateforme. On a considéré que cette plateforme était la plus performante pour ce qu'on voulait faire. Et du coup, en 3 semaines, on a transformé l'événement. Alors évidemment, tout était déjà organisé. On avait des partenaires comme Microsoft, par exemple, qui nous ont suivis sur cette opération. Nous avions les speakers. On avait plus de 170 speakers qui sont intervenus. Et voilà, c'est devenu, ça a été un vrai succès, puisqu'il y a eu 6600 avatars créés. Alors, je précise un petit point là. Quand on parle de virtualisation, pour nous, puristes de la réalité virtuelle, on parle de réalité virtuelle. Le reste, c'est de la digitalisation. C'est pas du virtuel, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'avatar, il n'y a pas d'interaction temps réel avec de multiples personnes en temps réel. Voilà, et ça, c'est notre terrain de jeu depuis toujours, et c'est devenu, en matière d'événements, notre spécialité. Alors, pour répondre à votre question sur combien d'entreprises, quelle typologie d'entreprises et leur satisfaction, je dirais qu'au jour d'aujourd'hui, nous avons dû répondre à peu près 220 peut-être demandes d'événements virtuels. Parce que là maintenant, vous travaillez avec Virbela et vous proposez aux entreprises... Alors, on travaille avec Virbela, mais pas que. D'accord. Et puis, mais on travaille surtout avec Virbela parce que ça reste sur la réalité virtuelle la meilleure plateforme. Et du coup, je vous dis, au moins 220 demandes. On a réalisé 36 ou 37 événements aujourd'hui. Actuellement, là, il y en a 3 en même temps. Donc ça, voilà, il y a une vraie appétence pour des événements qui vont de 10 à plusieurs milliers de personnes. Les typologies de clients, c'est beaucoup de corporate,
plutôt pour des événements small, medium, on va dire, parce que dès qu'on s'adresse à des grands, ça devient compliqué à passer les caps de la DSI, d'ouvrir les ports, de télécharger un logiciel, etc. etc. Enfin, vous pourrez en parler mieux que moi. Pour autant, c'est en train de se faire, c'est-à-dire qu'ils sont en train de franchir le pas parce qu'ils se sentent bien, ils sentent bien que l'expérience qu'on vit dans des univers virtuels est bien plus forte que les têtes sur un Zoom, un Teams, un Jitsi ou autre. Et donc du coup, voilà, donc ça c'est une première typologie. Et puis après il y a les organisateurs d'événements, où là on passe dans des dimensions qui peuvent être plus importantes. Voilà les typologies. Alors en termes de satisfaction, c'est mitigé. Et c'est mitigé, je vais vous dire quel est le curseur, c'est l'implication du client. En fait, plus le client sera impliqué dans la conception, dans l'engagement sur les la pédagogie peut-être. Alors aussi, évidemment, formation, pédagogie, capacité à comprendre comment on utilise la plateforme, au meilleur l'expérience sera à la fin. Et on commence à avoir vraiment de très très belles réussites. Donc voilà, il y a un apprentissage qui est assez long, c'est pas si simple que d'opérer des événements virtuels. Et ça vaut aussi pour le digital d'ailleurs, je pense, parce que pour le digital pur, c'est-à-dire que l'expérience qu'on essaye de faire vivre aux utilisateurs est pas facile. Il faut être hyper concentré, il y a une qualité de contenu. Quand on est sur le pur digital, je pense que la qualité du contenu est totalement essentielle. Et quand on est dans le virtuel, là c'est aussi, on rajoute la qualité de l'interaction avec les gens. Et voilà, je pense que c'est. Moi, je rajouterais en plus effectivement le contenu, c'est effectivement la dynamique. Enfin, nous, on s'est aperçu qu'il faut qu'on adopte les codes de la télé pour réaliser effectivement une émission digitale avec un rythme par rapport à du présentiel, des sessions beaucoup plus courtes, une espèce de quiz, enfin cette partie interaction, même si ça ne se fait pas de la même façon qu'effectivement avec une plateforme virtuelle. Parce que les personnes ont plus de mal peut-être à se concentrer. Oui, il faut qu'ils restent concentrés. Donc il y a des quiz avec des jeux, avec des choses à gagner, il y a des temps, enfin des rythmes différents, un vrai animateur, comme un animateur de télé. Donc ce sont des codes qu'il faut apprendre, s'approprier, et puis il faut le faire, quoi. Il faut tester. Enfin nous ça fait 6 mois qu'on teste, quoi, et on va continuer à le faire. C'est en partie valable pour évidemment tout ce qui est contenu intellectuel ou technique à partager. C'est beaucoup plus compliqué déjà quand on veut aborder évidemment la présentation de certains produits encore matérialisés. Donc on se rend compte d'ailleurs, on avait eu cet échange au cœur de l'été sur la partie plus exposition dans le cadre du level virtuel. On voit bien que les limites sont parfois atteintes. C'est-à-dire qu'on peut évidemment avoir des effets de valorisation de certains produits par des vidéos, par même la 3D. Enfin, il y a des vecteurs efficaces. Mais c'est tout de même pas la même chose que de pouvoir se rendre sur un salon, me semble-t-il, pour effectivement pouvoir pour goûter un vin, oui, c'est sûr que ça va être compliqué. Des produits du terroir. C'est peut-être dans l'avenir, on peut imaginer. Peut-être dans l'avenir. On n'y est pas encore. C'est pour ça d'ailleurs qu'il n'y a pas d'opposition du tout entre ce qui peut être du domaine de la rencontre classique, on va dire, physique comme on le vit aujourd'hui, et la partie évidemment plus à distance, parce que c'est complètement complémentaire. De toute façon, il y a un marché qui est en train de travailler à l'imbrication des deux, et les clients sont tout à fait en attente de cela, quoi. Donc évidemment, c'est lié à un contexte, à une période donnée, parce que le choix ne nous est pas toujours offert de préférer l'un à l'autre. Mais là, on se rend compte qu'il y a effectivement maintenant un travail on mixe les deux de mieux en mieux, et je pense qu'on mixera les deux de mieux en mieux, quoi. Et qu'après tout, peut-être que l'aspect physique amènera à offrir peut-être plus de complexité. On viendra sur un événement en concret, parce qu'on va effectivement aborder des sujets un petit peu plus difficiles, ou faire effectivement des rencontres beaucoup plus personnalisées et déterminantes, qui vont éventuellement permettre de faire la bascule, quoi. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a un grand phénomène, mais il faut quand même arriver à le séquencer, il faut arriver, à mon avis, à segmenter et faire attention aux effets d'image, parce que forcément, il y a des choses très séduisantes aujourd'hui, mais qui ne répondent pas toujours à la réalité des besoins et des attentes. Et certains des clients, d'ailleurs, n'en sont pas encore conscients, c'est-à-dire qu'ils sont attirés
par l'image, par les jeux de virtualisation, mais en termes d'efficacité, parfois, ils ne sont pas toujours agréablement surpris, quoi. Alors moi, j'ai envie de passer directement à la question du ROI, parce que je sens qu'elle est là, elle est au-dessus de nous, que c'est au cœur de ce sujet. Justement, hein, comment on mesure le ROI d'un événement 100% virtuel? Laurent, je vais commencer par vous. Comment fait-on? Alors, je ne sais pas. En toute honnêteté, la réponse aujourd'hui, c'est je ne sais pas mesurer le ROI d'un événement virtuel. D'abord parce que pour notre propre événement physique pendant des années, ou nos événements physiques pendant de nombreuses années, le ROI se mesure à l'argent qu'on gagne, voilà, au nombre d'exposants, aux visiteurs. Donc il y a un certain nombre d'indicateurs clés que vous retrouvez dans le virtuel, bien sûr, mais aujourd'hui les modèles économiques, c'est pour ça que je dis que le ROI n'est pas facile à imaginer, c'est que le modèle économique n'est pas stabilisé du tout. Tout le monde cherche, on ne sait pas à combien on vend un stand virtuel ou digital, à combien on peut espérer monétiser une conférence de qualité en physique, en digital ou en virtuel. Donc on explore et on apprend beaucoup des expériences qu'on a avec nos clients, parce que voilà, il y a de très très belles idées des fois, et qui ont l'air de fonctionner. Donc on va tous s'enrichir les uns et les autres au fur et à mesure que les expériences vont se faire. C'est un apprentissage, c'est une exploration. Et puis quand vous passez d'une plateforme à une autre, en plus les modèles ne vont pas forcément être les mêmes. Voilà, je pense que c'est comme si les plateformes, en fait, c'est comme si vous compariez des lieux qui peuvent être, je ne sais pas, le Carrousel du Louvre versus Champéret, ou la Porte de Versailles versus le Palais des Congrès à Cannes, j'en sais rien. Enfin voilà, c'est pas non plus la même chose, ils ne coûtent pas la même chose. Les gens pour les opérer ne coûtent pas forcément la même chose non plus. Donc le modèle est compliqué. Je ne crois pas qu'il y ait de réponse absolue à cette question. Yoann, vous pensez que les entreprises ont les compétences en interne pour virtualiser comme ça les événements La question du ROI, vous en avez parlé tout à l'heure en introduction. À l'heure actuelle, les compétences, on les cherche encore, honnêtement, puisque déjà, on doit comprendre quel message on souhaite faire passer. Donc déjà, pourquoi la rencontre? C'est la première étape. Et ensuite, en fonction du message à adresser, on va mettre en place le dispositif qui correspond. Donc si vous avez une célébration à faire, je suis désolé, une célébration en virtuel, c'est compliqué. Si vous avez de l'émotion, une émotion très forte, un départ d'un président, une annonce majeure à faire, c'est très complexe de faire passer ces messages. Et ensuite, pour un certain nombre d'événements, il est important d'avoir une interaction et de sentir. L'an passé, Future of Travel, c'était en présentiel. Et on pouvait voir justement les propos qui dérangeaient, ce qui interpellait dans la salle, et tout de suite interagir, corriger et rebondir. Là, on n'a pas des spectateurs, on a des auditeurs. Donc les sens ne travaillent pas de la même manière. C'est comme aller au théâtre ou assister à un opéra et le regarder à la télé. Je suis désolé, mais j'ai jamais... Ils peuvent poser des questions en direct, d'ailleurs. Effectivement, mais il faut s'habituer à tout ça. Donc, pour le ROI, déjà, il faut se poser la question, effectivement, du message pour savoir ce que l'on veut mesurer derrière, en fait. Et donc, il faut consulter aussi les auditeurs et savoir qui se trouve derrière. Fongli, le fait de travailler chez Microsoft, est-ce que vous pensez que c'est un atout, enfin, c'est plus facile pour vous de faire adopter les événements virtuels ou digitales? Disons que notre cœur d'audience, enfin, si on considère on a des différents types d'audience, il y a des audiences qui sont peut-être plus tech, plus technophiles, donc effectivement qui s'approprient peut-être un peu plus facilement. Mais bon, moi j'ai tout type d'autres audiences. Non, je pense que je pense que de toute façon on essaye, on teste, on change, on écoute effectivement, et on interagit donc dans la profession et puis entre annonceurs, et puis également on sonde nos participants pour savoir effectivement si ça fonctionne ou si ça ne fonctionne pas. Mais c'est vrai que c'est une nouvelle discipline, on doit s'appuyer sur les bons spécialistes, on doit même les spécialistes sur les agences. Moi je continue à travailler avec les agences avec qui je travaillais, je n'ai pas changé d'agence. Par contre je leur demande de travailler un peu différemment et de me conseiller de façon différente. Donc, et de faire appel à des prestataires qui sont des fois un peu différents de ceux avec qui on travaillait habituellement. Donc, mais je trouve que je pense que c'est toute entreprise aujourd'hui, que ce soit Microsoft ou autre, qui a envie
d'explorer ce champ des possibles et qui se donne les moyens effectivement de tester, d'essayer et tout le monde peut le faire. C'est pas parce que Microsoft est plus tech qu'une autre. Après, il y a aussi la question de budget. C'est vrai que comme dans l'événementiel d'une manière comme tout générale. dans l'événementiel, on a des petits budgets, des budgets plus importants et on met la production qu'il faut en face. Moi, je crois que Johan a raison. Hein, on n'est pas du tout dans un remplacement. Il ne faut pas imaginer que le digital et a fortiori le virtuel vont remplacer les événements physiques. Les événements physiques ont énormément de valeur pour ce partage de l'émotion, pour les rencontres qui sont entre les gens et qui laissent des souvenirs indélébiles, mieux que ce qu'on peut faire dans du digital et en tout cas toujours mieux que ce qu'on peut faire dans le virtuel, même si je pense que demain il y aura des progrès dans la technologie. Aujourd'hui on est sur le sens de la vue, on est sur le sens du son, de l'ouïe, quand on en sera au toucher, qu'on sera capable de rendre sur les avatars les émotions réelles, voilà, on aura fait de gros progrès. Et à ce moment-là, peut-être qu'on pourra imaginer qu'il puisse y avoir une réinvention complète. Mais je pense qu'aujourd'hui, il y a un champ énorme pour les agences d'ailleurs dans l'intelligence de comment est-ce que j'hybride le virtuel et le réel, quoi. Alors j'ai plusieurs questions justement puisque le public peut interagir, c'est l'intérêt de l'émission. Merci à vous. J'ai plusieurs questions. Alors je vais passer directement à celle qui nous amène à conclusion. Nous sommes en 2025, la crise est derrière nous. Est-ce qu'on revient aux événements physiques? Est-ce que les événements hybrides, voire 100% virtuels sont encore là? Question ouverte, allez-y, si vous voulez prendre la parole. Ouais. Les trois. Moi, je dis les trois. Ouais. Je dis les trois. Il y aura des événements physiques, évidemment, et ça ne changera pas. Il y aura toujours un marché qui sera peut-être même en augmentation encore par rapport à celui d'aujourd'hui. Pourquoi, selon vous? Il y aura un retour de ce parce que besoin les gens ont besoin de se Ouais. rencontrer, ils ont besoin d'échanger. Enfin, ça me paraît normal. Il y aura des événements hybrides parce qu'on va s'être rendu compte que le digital ou le virtuel apporte de la valeur à un événement physique. Parce qu'on touche plus de cibles, parce qu'on touche des gens plus loin, parce qu'on les touche à n'importe quel moment, parce qu'on les touche sur 24 heures dans une journée si on s'adresse à l'international, etc. Et puis il y aura des événements strictement virtuels parce que, prise de conscience aussi écologique, on n'en a pas du tout parlé, mais il y a ce sujet-là, moins de déplacements, des économies aussi pour les entreprises. Quand on réunit ses commerciaux ou ses équipes trop régulièrement en physique, ça finit par coûter cher et ça finit par faire des transports. Et là, le virtuel permet, à partir du moment où les gens se connaissent, où cette primo-rencontre ou cette deuxième rencontre importante a déjà été faite, le virtuel fait bien l'affaire. Emmanuel, rapidement, vous êtes d'accord? Oui, d'abord, j'espère que ce sera avant 2025. Voilà, ça donne une marge évidemment de sécurité, mais enfin, on préfère évidemment que ce soit bien avant. Et puis après, il faut vraiment sur ces sujets-là, ces enjeux, il faut éviter d'être trop binaire, quoi, hein. C'est un peu le risque ou la faiblesse qu'on pourrait avoir en disant l'un va balayer l'autre. Non, en fait, je crois qu'au contraire, c'est plutôt ça va se sophistiquer. Par évidemment les progrès technologiques, par l'appropriation des uns et des autres, nous, nos équipements et centres des congrès et autres, investissent en la matière. Donc ça veut dire que là où ils avaient peut-être une forme de distance de par leur quotidien et leur savoir-faire premier, c'est quelque chose qu'ils sont en train d'embrasser et qu'ils essaient évidemment de rendre viable au regard évidemment des attentes du client. Puis je crois que c'est ce qui va faire la différence, c'est de permettre et d'accompagner le client dans ses attentes, la réalité de ses attentes. Est-ce que je veux réaliser des économies? Est-ce que je veux motiver mes équipes? Et la motivation, souvent, c'est quand même la rencontre et les moments aussi d'élan, en quelque sorte. Et ça, cet élan, cet engagement, c'est quand même assez difficile aujourd'hui de l'avoir à même hauteur avec la distance et le virtuel. Donc il y a quand même une forme d'association, d'alliance qu'on aura toujours du mal à laquelle on aura toujours du mal à répondre avec le virtuel. Donc il y a, à mon avis, un travail là-dessus intéressant à mener. Donc c'est un suivi finalement permanent. Complètement. Vous êtes d'accord. Les formats, en fait, c'est déjà une réalité. On est déjà systématiquement, toute rencontre devient stratégique. Et il faut systématiquement se poser la question virtuelle ou présentielle. C'est une réalité. Le small meetings est très fortement impacté et tend à se virtualiser. Ça, on peut se le dire, malheureusement.
En revanche, en fonction de la complexité, s'il y a des ateliers de travaux, de brainstorm, etc., donc toujours du format, il y aura du présentiel. Et il ne faut pas s'inquiéter, il faut l'accepter. Tout comme la télé est arrivée chez nous, ça ne nous a pas empêché de continuer à nous rencontrer dans des festivals, à des salons et ainsi de suite. Tout comme l'e-commerce arrive dans la grande distribution et on s'adapte. Le virtuel en fait partie. Nous, on a investi 1,5 million dans une plateforme digitale parce qu'on nous a dit, vous êtes gentils avec votre service traditionnel, à l'ancienne au téléphone, il nous faut une plateforme digitale. Il s'avère que je ne fais qu'embaucher. Enfin, je ne faisais qu'embaucher pour répondre au téléphone. Les gens ont besoin de plus de contacts, de réassurance et donc d'une proximité. Voilà. Donc le digital n'est qu'un rideau à ce stade. D'accord. Fyong-Lee, le mot de la fin? Le mot de la fin, oui, non, mais je rejoins effectivement. Je pense que les trois vont continuer à vivre. Enfin, le présentiel pour l'instant est en stop, mais c'est pas pour autant, c'est pas un arrêt de mort. À savoir, effectivement, il y a des formats où il faut, je vous rejoins, se réunir. Ce qui est super important, alors moi, c'est sur la partie hybride. Moi, c'est le point, on en faisait déjà chez Microsoft. Et c'est ce point sur lequel il faut être vigilant sur la cohabitation des deux. Parce que je pense que c'est des formats différents, enfin, des façons de présenter différentes, des expériences différentes. Et c'est un point de vigilance sur lequel tout organisateur, à partir du moment où il décide d'avoir ces formats-là, enfin, pour moi, il faut qu'il constitue deux équipes, une équipe qui va produire le présentiel, une équipe qui va produire et construire effectivement la partie digitale. Donc c'est plutôt sur ce challenge-là qu'il faudra faire attention après, si on veut rendre nos événements impactants et engageants pour l'audience. En tout cas, l'intérêt, c'est qu'un événement, c'est éphémère et c'est one-shot. Là où le virtuel permet d'avoir un format et une diffusion plus large et à plus long terme. Très bien, merci à tous d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Merci beaucoup. Je vous en prie.